Vivre en cherchant une validation externe, c'est comme respirer avec un réservoir emprunté. Tôt ou tard, il se vide et te laisse sans air. Chaque fois que tu attends que les autres t'applaudissent, qu'ils t'approuvent ou qu'ils reconnaissent ton effort, tu cèdes le contrôle de ta vie. Et quand cette reconnaissance n'arrive pas, tu te sens vide, fragile et à la dérive. C'est le prix à payer pour vivre en dépendant du regard des autres. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le rejet, la solitude et l'incompréhension ne sont pas des ennemis mais des portes qui te poussent dans la seule direction qui compte, vers l'intérieur de toi-même. La société t'a programmé pour croire que sans approbation tu ne vaux rien, que sans compagnie tu es incomplet, que sans être compris tu es perdu. Mais la vérité est autre. La véritable force naît lorsque tu apprends à te soutenir sans avoir besoin que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Accepter cela n'est pas confortable. Cela signifie affronter des silences qui font mal, accepter des regards qui jugent et supporter des rejets qui brûlent. Mais c'est dans ce feu que se forge la discipline, la clarté et l'authenticité. Il ne s'agit pas de devenir froid ou distant, mais de comprendre que le pouvoir de ta vie ne peut plus dépendre d'applaudissements volatiles. Le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est du respect de soi. Cette vidéo n'est pas pour plaire, elle est pour ouvrir les yeux. Ici, tu ne vas pas entendre de belles phrases conçues pour te rassurer. Ici, tu vas trouver un rappel brutal. Si tu continues à vivre en fonction de la validation externe, tu resteras esclave. Mais si tu oses la laisser derrière toi, tu découvriras qu'en toi existe une force qui ne se brise ni avec le rejet, ni avec la solitude, ni avec l'incompréhension. Reste jusqu'à la fin. Car ici, je te donnerai 8 attitudes stoïciennes qui ne sont pas théoriques, mais des pratiques concrètes pour couper la dépendance à l'approbation des autres et construire un pouvoir silencieux, fort et inébranlable. 1. Valide ta vie de l'intérieur. Un arbre qui pousse au sommet d'une montagne ne demande pas la permission au vent de le soutenir, ni ne supplie le soleil de l'admirer. Il étend simplement ses racines en silence, tire sa force de la terre et se dresse fermement contre la tempête. Cet arbre ne cherche pas de validation. Il n'a pas besoin que quelqu'un l'applaudisse pour grandir, car il sait que sa force vient de l'intérieur. Il en va de même pour ta vie, si tu veux cesser de vivre enchaîné à l'approbation externe. Tant que tu continues à mesurer ta valeur en fonction de ce que les autres disent ou taisent, tu construis ton identité sur un terrain fragile qui s'effondre à la moindre parole de rejet. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à chercher la reconnaissance, une bonne note à l'école, un signe d'approbation des parents, un éloge des amis. Petit à petit, sans nous en rendre compte, cette quête devient une addiction. Tu commences à dépendre des regards, des commentaires et des gestes qui valident chaque pas que tu fais. Et lorsque cette validation n'apparaît pas, le vide s'ouvre comme un abîme sous tes pieds. Mais ce que personne ne te dit, c'est que ce besoin ne finit jamais, car l'approbation externe est un puits sans fond. Même si tu reçois des applaudissements aujourd'hui, demain tu ressentiras à nouveau le même vide, cherchant désespérément une autre reconnaissance pour combler le silence intérieur. Valider ta vie de l'intérieur signifie rompre avec ce cycle. Cela signifie arrêter de mendier ce que seul toi peut te donner. Il ne s'agit pas de devenir arrogant ou de fermer les oreilles à tout conseil, mais de reconnaître que ta valeur ne peut pas dépendre de quelque chose d'aussi volatile que l'opinion des autres. Quel sens y a-t-il à être esclave des humeurs des autres? Aujourd'hui, ils peuvent te célébrer, demain, ils peuvent te mépriser, et si ton identité se construit sur ces oscillations, tu ne seras jamais maître de toi-même. La véritable force réside dans le fait que, même si personne ne t'applaudit, tu sais que ton effort a du sens, que, même si personne ne comprend ton chemin, tu le parcours avec fermeté parce que tu sais pourquoi tu l'as choisi. La validation interne ne se construit pas d'un coup, elle se cultive par des actes petits et constants. Chaque fois que tu tiens une promesse que tu t'es faite, tu votes pour ta propre confiance. Chaque fois que tu choisis d'avancer sans attendre l'approbation des autres, tu élèves un pilier de ta propre force.
Tu n'as pas besoin de crier au monde ce que tu vaux. Tu as besoin de le prouver en silence à travers ta discipline, ta cohérence et ta capacité à te soutenir même en solitude. Ce processus est difficile car il oblige à affronter l'inconfort de ne pas être vu, de ne pas être reconnu, mais c'est aussi le seul chemin vers la liberté. Regarde autour de toi. La plupart vivent comme des feuilles emportées par le vent des opinions. Ils changent de cap en fonction de ce que les autres attendent. Ils s'effondrent face à une critique et cherchent constamment l'approbation pour se sentir vivant. Tu ne peux pas te permettre de continuer à jouer à ce jeu si tu veux être fort. Tu dois décider que ta vie est validée par ton propre jugement, pas par les applaudissements des autres. À quoi bon être applaudi par tous si tu sais toi-même que tu trahis ce que tu veux vraiment? À quoi bon être reconnu si tu te consumes en silence à l'intérieur parce que tu ne vis pas selon ta vérité? Valider ta vie de l'intérieur est une déclaration d'indépendance. C'est regarder dans le miroir et ne pas avoir besoin que quelqu'un d'autre confirme ce que tu vois. C'est marcher avec la certitude que ta valeur ne fluctue pas avec le regard des autres. C'est te soutenir, même si personne ne te reconnaît. 2. Transforme la solitude en ta force. Les montagnes les plus imposantes ne se dressent pas au milieu des foules. Elles s'élèvent en silence, loin du bruit, dans des paysages où la solitude est reine. La solitude n'est pas un vide à craindre, c'est un terrain fertile, qui, si tu sais l'habiter, te permet de grandir avec des racines plus profondes que n'importe quelle compagnie éphémère. Le problème est que l'on nous a appris à la voir comme une condamnation, comme un signe d'échec ou d'isolement. C'est pourquoi beaucoup fuient désespérément vers n'importe quel bruit, n'importe quelle distraction ou n'importe quelle relation afin de ne pas l'affronter. Cependant, celui qui ose rester dans la solitude découvre qu'il n'y a pas de punition en elle, il y a du pouvoir. Pour transformer la solitude en force, la première chose est de cesser de la voir comme un espace de manque et de commencer à la traiter comme un champ d'entraînement. Ce n'est pas la même chose d'être seul que de se sentir vide. Être seul est une circonstance, se sentir vide est une décision qui naît de l'incapacité à donner du sens à ton propre temps. Quand tu apprends à remplir cet espace avec discipline, réflexion et action consciente, tu cesses de le craindre et commences à en profiter. Le deuxième conseil est d'apprendre à écouter ta propre voix sans peur. Le bruit de la société est constant et souvent tu préfères le suivre parce que faire face à ce que tu portes en toi peut être inconfortable. La solitude t'enlève les distractions et te laisse face à toi-même. C'est l'opportunité que tu dois saisir. Écrire tes pensées, méditer quelques minutes ou simplement t'asseoir en silence sont des actes petits mais puissants. Tu découvriras qu'en toi, il y a des réponses qui n'apparaissent jamais dans la foule, parce qu'elles n'émergent que lorsque tu n'as personne à impressionner ni à défendre. Une autre étape fondamentale est de créer des rituels dans tes moments de solitude. Il ne s'agit pas de t'enfermer sans but, mais de donner une structure à cet espace. Te lever tôt et utiliser ces minutes sans interruption pour planifier ta journée, lire, t'entraîner ou réfléchir, crée une habitude qui renforce l'esprit. Quand tu fais de la solitude un terrain d'entraînement constant, tu cesses de la voir comme un ennemi. Tu te rends compte que c'est le seul endroit où personne ne te distrait de ton but et où tu peux travailler sans la pression des attentes des autres. Le quatrième conseil est de ne pas confondre solitude avec isolement permanent. L'idée n'est pas de vivre enfermé en toi-même, mais d'utiliser ces espaces comme des ancres pour ne pas dépendre des autres. Quand tu sors dans le monde après t'être entraîné dans ta solitude, ta présence change. Tu ne cherches plus désespérément l'approbation, parce que tu sais te soutenir sans elle. Tu n'acceptes plus n'importe quelle compagnie, parce que tu as appris à apprécier la tienne. La solitude t'apprend à mieux choisir les personnes avec qui tu partages, parce que tu ne pars plus de la peur d'être seul, mais de la clarté que ta compagnie suffit. Enfin, tu dois comprendre que la solitude révèle des vérités que le bruit cache. Si tu es mal à l'aise d'être seul, c'est parce que tu n'as pas encore fait la paix avec des parties de toi que tu préfères ignorer. Affronte-les, intègre-les, travaille-les. C'est l'essence du processus stoïcien.
Ne pas fuir l'inconfort, mais l'utiliser comme outil de transformation. La solitude peut te montrer tes faiblesses, mais c'est aussi l'endroit où tu les transformes en force. Quand tu apprends à marcher accompagné de toi-même, le rejet cesse de faire peur, l'incompréhension perd du poids et le besoin de validation externe se dilue. Parce que tu comprends que tu n'es jamais vraiment seul, tu es toujours avec toi, et si tu sais te soutenir, cela suffit. 3. Fais du rejet ta boussole. Le feu peut consumer ou forger, tout dépend de la façon dont tu l'approches. Le rejet est ce feu. Il brûle, il dérange et il fait mal quand tu ne comprends pas son but, mais il devient un guide quand tu apprends à le regarder avec d'autres yeux. Chaque fois que quelqu'un te ferme une porte, tu as deux options. Te lamenter parce qu'on ne t'a pas laissé entrer ou comprendre que ce chemin n'était pas le tien. Le rejet n'est pas un signe que tu ne vaux rien, c'est un signe que tu as besoin d'ajuster ta route. La première chose est d'accepter que peu importe ce que tu fais, tu ne seras pas toujours approuvé. Tu peux te donner à fond et pourtant, il y aura toujours ceux qui ne voient pas ta valeur. C'est la réalité. Ce n'est pas un échec de ta part, c'est une partie de la vie. L'erreur est de prendre chaque non comme une sentence définitive. Quand quelqu'un te rejette, tout ce qu'il fait, c'est te le montrer de son point de vue, et ta valeur ne dépend pas d'un jugement externe. La pratique stoïcienne enseigne à ne pas donner de pouvoir à ce que tu ne contrôles pas. Et l'opinion des autres est exactement cela. Un terrain étranger. Le conseil ici est simple. Arrête d'interpréter le rejet comme une perte et commence à l'utiliser comme une carte pour rediriger ton énergie là où elle appartient vraiment. Le deuxième conseil est de voir le rejet comme un filtre. Chaque non élimine un chemin qui n'était pas destiné à te renforcer. Chaque personne qui te rejette, chaque opportunité qui se ferme, te fait gagner du temps et t'épargne de l'usure dans quelque chose qui aurait drainé plus qu'il n'aurait apporté. Fais une liste des fois où le rejet t'a fait mal sur le moment, mais avec le temps, c'est transformé en bénédiction. Tu verras que beaucoup de choses qui ne se sont pas passées comme tu l'espérais ont été précisément celles qui t'ont mené là où tu devais être. Cette pratique t'entraîne à voir le rejet avec gratitude, pas avec ressentiment. Le troisième conseil est de transformer la blessure en élan. Le rejet fait mal parce qu'il blesse l'ego, et l'ego veut toujours être reconnu. La prochaine fois que tu ressens cette piqûre, au lieu de chercher une validation immédiate, assieds-toi avec ce malaise et utilise-le comme moteur. Demande-toi, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que cette situation me montre sur moi-même? Le rejet est un maître, même s'il parle d'une voix dure. Écoute-le et transforme-le en carburant pour ta discipline. Laisse chaque non te pousser à élever ton standard, pas à diminuer ta confiance. Le quatrième conseil est de ne pas personnaliser ce qui n'est pas entre tes mains. Quand quelqu'un te rejette, souvent ce n'est pas à propos de toi, mais de ses propres limites, peurs ou attentes. Cependant, la tendance naturelle est de penser que le rejet définit ta valeur. Ici, tu dois appliquer un rappel ferme. Ta valeur ne fluctue pas avec les jugements des autres. Fais du rejet une boussole, pas une condamnation. Si quelque chose n'a pas fonctionné, prends ce signal comme une direction. Ce n'était pas le bon terrain, cherche ailleurs. Quand tu comprends cela, le rejet cesse de paralyser et commence à orienter. Le dernier conseil est d'entraîner ton esprit à ne pas craindre le non. Plus tu l'évites, plus tu lui donnes de pouvoir. En revanche, quand tu lui fais face et que tu l'acceptes, tu perds la peur. Commence à t'exposer à de petites situations où tu peux recevoir un non et observe comment, peu à peu, cela cesse de faire aussi mal. Cette pratique te renforce et te rappelle que la vie ne s'arrête pas à cause d'un rejet, que ta valeur ne disparaît pas parce que tu n'es pas accepté quelque part. C'est la leçon la plus importante. Plus tu transformes le rejet en boussole, moins tu dépends de la validation externe. Le rejet est un feu et le feu peut consumer ou forger. Si tu choisis de te lamenter, il te brûle. Si tu choisis d'apprendre, il te façonne en quelque chose de plus fort et de plus clair. 4. Sois l'architecte de ton propre esprit. L'esprit ressemble à une ville en construction.
Chaque pensée est une brique, chaque croyance est une fondation, et chaque habitude est une rue qui ouvre la voie ou bloque le mouvement. Si tu ne décides pas quoi construire, quelqu'un d'autre le fera pour toi. La publicité, la société, les voix du passé et les opinions des autres sont toujours prêtes à ériger des bâtiments sur ton terrain. Et si tu ne prends pas le rôle d'architecte, tu finiras par vivre dans une ville mentale qui ne t'appartient pas. Le premier conseil pour être l'architecte de ton esprit est de surveiller les matériaux que tu utilises. Ce que tu consommes quotidiennement devient des briques invisibles qui élèvent ta structure interne. Si tu remplis ton esprit de jugements externes, de comparaisons ou de distractions vides, ta ville sera faible, fragile et chaotique. Mais si tu choisis des lectures qui te renforcent, des conversations qui t'élèvent et des pensées qui te défient, ta construction sera solide. Décide ce qui entre dans ton esprit avec la même discipline qu'un architecte sélectionne les matériaux pour un travail qui doit résister au temps. Le deuxième conseil est de concevoir ta propre base. La plupart traînent des croyances héritées qu'ils ne remettent jamais en question, comme si elles étaient des colonnes indestructibles. Cependant, beaucoup de ces bases sont fissurées parce qu'elles ont été imposées par les parents, les enseignants ou la société, et ne répondent pas à ta vérité. Consacre du temps à identifier ces croyances et demande-toi si elles soutiennent vraiment la vie que tu veux. Si ce n'est pas le cas, démolis-les sans crainte et pose de nouvelles fondations. Un architecte n'a pas peur de démolir ce qui est mal construit, parce qu'il comprend que la stabilité dépend de la base, pas de la façade. Le troisième conseil est de planifier les structures que tu veux ériger. Il ne suffit pas de détruire l'ancien, tu as besoin d'un plan clair. Quelles habitudes veux-tu construire? Quelles pensées veux-tu renforcer? Quelles valeurs doivent être les piliers de ta vie? Écris-les, répète-les, pratique-les. L'esprit sans direction se remplit de n'importe quoi, mais l'esprit avec des plans définis avance avec un but. Tout comme un architecte ne laisse pas son œuvre à la dérive, tu ne dois pas permettre que ton esprit devienne un terrain vague occupé par le désordre. Le quatrième conseil est de maintenir la discipline de l'entretien. Une ville bien conçue peut se détériorer si elle n'est pas entretenue, et il en va de même pour ton esprit. Chaque jour, tu dois revoir tes pensées, identifier les fissures de doute, réparer les fuites de négativité et renforcer les structures de discipline. Ce travail constant est ce qui différencie celui qui contrôle son esprit de celui qui est contrôlé par lui. Il ne s'agit pas de construire une fois, il s'agit de maintenir fermement ce que tu as élevé. Le cinquième conseil est d'apprendre à fermer la voie à ce qui n'apporte rien. Dans une ville, il y a des portes et des limites, et dans ton esprit, il doit y en avoir aussi. Toute pensée ne mérite pas de rester, toute opinion ne mérite pas d'être gardée. Entraîne-toi à filtrer ce que tu reçois. Lorsque quelqu'un essaie de semer l'insécurité ou la peur en toi, décide de ne pas laisser cette graine grandir. Être l'architecte de ton esprit signifie aussi être le gardien de ses frontières. L'esprit est ton œuvre la plus grande. Si tu le conçois avec clarté et le soutiens avec discipline, il devient un refuge de force au milieu du chaos. Si tu le laisses à la dérive, il se transforme en un labyrinthe de voies étrangères qui te volent la direction. Prends le commandement en tant qu'architecte de ton propre esprit, car personne d'autre ne peut construire sur ce terrain avec la même précision et responsabilité que toi. 5. Transforme la douleur en discipline. Le fer le plus résistant ne naît pas du calme, mais du feu qui le façonne. La douleur dans ta vie joue le même rôle. Elle brûle, presse et frappe, mais elle a la capacité de te rendre plus fort si tu apprends à la canaliser. L'erreur la plus courante est de résister à la douleur, comme si c'était un ennemi dont il faut s'échapper, alors qu'en réalité, elle peut devenir le maître le plus ferme que tu n'auras jamais. La clé est de ne pas rester coincé dans la blessure, mais d'utiliser cette énergie pour construire de la discipline. Le premier conseil est d'accepter la douleur au lieu de la nier. Beaucoup essaient de la cacher sous des distractions, cherchant à l'éteindre avec des plaisirs rapides qui ne font que la repousser. La douleur ne disparaît pas en l'ignorant. Elle se transforme en poids accumulé qui devient encore plus difficile à porter plus tard.
L'attitude stoïcienne enseigne à la regarder en face, à la reconnaître et à se demander quelle leçon elle apporte avec elle. Cet acte d'acceptation transforme la douleur en matière première, en énergie prête à être transformée en action consciente. Le deuxième conseil est de canaliser l'inconfort vers un objectif clair. Si tu es blessé par une perte, une trahison ou un échec, ne reste pas paralysé dans la plainte. Transforme cet inconfort en carburant. Entraîne ton corps avec plus de discipline, organise ton temps avec plus de précision, renforce ton esprit avec plus de constance. Chaque fois que tu ressens cette piqûre de douleur, rappelle-toi que tu peux l'utiliser comme moteur pour avancer. Ainsi, au lieu de consommer ton énergie, la douleur devient une force qui soutient tes habitudes. Le troisième conseil est de créer des routines qui ancrent la discipline dans ta vie quotidienne. Lorsque l'émotion de la douleur apparaît, elle peut obscurcir ton esprit et te détourner vers l'impulsivité. Une routine établie agit comme une structure qui te maintient debout lorsque la tempête secoue. Conçois des pratiques quotidiennes qui te forcent à rester en mouvement, te lever tôt, t'entraîner, lire, écrire, réfléchir. Chacune de ces actions non seulement ordonne ta vie, mais apprivoise également l'énergie de la douleur et la transforme en constance. Le quatrième conseil est de changer la narration avec laquelle tu regardes tes blessures. Si tu penses que la douleur est une injustice, tu vivras avec du ressentiment. Si tu comprends que c'est un entraînement, tu l'accepteras avec une autre perspective. Les grandes réalisations naissent de ceux qui ont appris à supporter les coups et à les utiliser comme des marches. Fais de chaque cicatrice un rappel que tu as survécu, que tu as plus de force que tu ne le pensais et que tu peux encore avancer. Cette vision n'élimine pas la douleur, mais la rend utile, et cette utilité est l'essence de la discipline. Le cinquième conseil est de pratiquer la patience. La douleur veut des résultats immédiats, cherche des sorties rapides, mais la discipline ne se forge pas en un jour. Il faut du temps, de la répétition et de la constance. Chaque journée où tu choisis de rester ferme malgré l'inconfort est une victoire qui s'accumule. N'attends pas de te sentir bien pour agir, agis même quand la douleur est présente, et petit à petit cette douleur se transformera en respect de soi et en confiance en toi. La douleur est inévitable, mais la souffrance prolongée est optionnelle. Tout dépend de ce que tu fais avec ce que tu dois vivre. Si tu décides de fuir, la douleur te poursuit et te rattrape. Si tu décides de l'affronter et de la modeler, la douleur devient discipline, et la discipline t'ouvre les portes de la liberté intérieure. C'est là le véritable pouvoir. Ne pas fuir l'inconfort, mais l'utiliser comme le feu qui trempe ton caractère et te rend indestructible. 6. Dis non comme un acte de respect de soi. Les murs les plus solides ne sont pas construits pour enfermer, mais pour protéger. Une ville sans murs est exposée à quiconque décide d'entrer, et il en va de même pour toi lorsque tu ne sais pas dire non. Chaque fois que tu acceptes quelque chose qui va à l'encontre de ta paix ou de tes principes, tu ouvres une porte par laquelle s'infiltre l'épuisement. Dire non n'est pas un acte de froideur, c'est un acte de respect de soi. Un rappel que ton temps, ton énergie et ta dignité ne sont pas à vendre à n'importe qui. Le premier conseil est de comprendre qu'un non ne te rend pas égoïste, il te rend conscient. La société a tendance à étiqueter comme dur ou insensible celui qui pose des limites, mais la vérité est que personne ne peut prendre soin de toi mieux que toi. Chaque fois que tu dis oui par peur de décevoir, tu privilégies le confort des autres par rapport à ton bien-être. Change de perspective. Quand tu dis non clairement, ce que tu dis vraiment, c'est oui à ta santé mentale, à ton but et à ton intégrité. Le deuxième conseil est d'apprendre à identifier ce qui mérite ton énergie. Toutes les opportunités ne sont pas de vraies opportunités. Beaucoup sont des pièges déguisés qui finissent par consommer ton temps. Avant de répondre, arrête-toi pour évaluer si ce qu'on te demande ajoute à ta vie ou ne fait que la soustraire. Si cela ne contribue pas à ton chemin, la réponse doit être non. Cette habitude ne consiste pas à rejeter par habitude, mais à être sélectif et conscient de l'endroit où tu investis ta force.
Le troisième conseil est de pratiquer le non avec fermeté et sans trop te justifier. Une des raisons pour lesquelles il est si difficile de poser des limites est le besoin d'expliquer et de chercher l'approbation pour le faire. Mais souviens-toi, le respect de soi n'a pas besoin de longues excuses. Une réponse brève et claire transmet plus de sécurité qu'un discours plein de justifications. Quand tu apprends à dire non sans culpabilité, ceux qui t'entourent comprennent que tes décisions ne sont pas ouvertes à la négociation. Le quatrième conseil est de travailler sur le ton interne avec lequel tu te parles. Souvent, tu acceptes des choses que tu ne veux pas parce que tu te répètes intérieurement que tu n'es pas assez fort pour refuser, que tu vas perdre la relation ou que tu passeras pour quelqu'un de difficile. Cette voix intérieure est celle que tu dois rééduquer. Chaque fois que tu réussis à dire non à quelque chose qui ne te convient pas, répète-toi que tu l'as fait par respect de toi-même. Ce rappel renforce ta confiance en ton jugement et renforce ta conviction. Le cinquième conseil est d'observer comment ton environnement change lorsque tu commences à poser des limites. Au début, cela peut déranger ceux qui avaient l'habitude de profiter de ta disponibilité, mais avec le temps, ceux qui t'entourent apprendront à te traiter avec plus de respect. Et le plus important, tu commenceras à te sentir plus léger, car tu ne porteras plus de responsabilités qui n'ont jamais été les tiennes. Le non nettoie ta vie du bruit inutile et te permet de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Dire non, c'est comme fermer une porte pour en ouvrir une autre plus importante. Tu ne rejettes pas par rejet, tu le fais parce que tu comprends que ta vie ne peut pas être au service de tout ce que les autres attendent de toi. Le respect de soi ne se prêche pas, il se démontre par des décisions, et peu de décisions ont autant de poids que de savoir dire non quand c'est nécessaire. Fais-le avec clarté, avec fermeté, avec conviction, car chaque non que tu prononces est aussi un oui à ta liberté, à ta paix et à ta force intérieure. 7. Vis authentique, sans jouer un rôle. Le masque peut impressionner au théâtre, mais hors de la scène, il étouffe. Plus tu le portes longtemps, plus tu oublies ton vrai visage. Et il arrive un moment où tu ne te souviens même plus de qui tu es sans lui. C'est ainsi que beaucoup vivent, adaptant leur personnalité en fonction des attentes de chaque environnement, cherchant à s'intégrer dans des moules qui ne leur appartiennent pas. L'authenticité, en revanche, ne nécessite pas d'ornement, c'est vivre sans déguisement, même si cela dérange ceux qui attendent une performance. Le premier conseil est de reconnaître les situations où tu as tendance à feindre. Cela peut être au travail, en famille ou avec tes amis. Observe quand tu changes ton ton, ta façon de parler ou tes décisions juste pour plaire. Cette observation est le début de l'authenticité, car personne ne peut être authentique s'il n'identifie pas d'abord où il a cédé. La pratique consiste à te permettre d'être le même dans tous les scénarios, sans versions éditées pour plaire aux autres. Le deuxième conseil est d'oser exprimer tes idées même si elles ne sont pas populaires. La peur de la désapprobation fait que beaucoup se taisent ou répètent ce que disent les autres pour éviter les conflits. Mais chaque fois que tu trahis ta voix pour t'intégrer, tu construis une prison invisible. Commence petit à petit, en disant ce que tu penses vraiment dans des conversations simples, puis emmène-le à des décisions plus importantes. L'authenticité se renforce comme un muscle et ne grandit qu'avec une pratique constante. Le troisième conseil est d'aligner ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. L'incohérence est le terrain où la performance fleurit. Si ta parole promet quelque chose, mais que tes actions montrent le contraire, tu joues un rôle qui tôt ou tard s'effondre. Fais de la cohérence une règle non négociable. Demande-toi avant d'agir. Cela reflète-t-il qui je suis vraiment? Si la réponse est non, ajuste ta direction. Le quatrième conseil est d'arrêter de mendier l'approbation. Le désir d'être accepté est ce qui alimente les performances, parce que tu crois que ta valeur dépend de la validation externe. Souviens-toi que les gens changent d'avis facilement, et si tu bases ton identité sur leur jugement, tu vivras en changeant de masque. L'authenticité naît lorsque tu décides que ta voix intérieure pèse plus que les applaudissements des autres. Cela ne signifie pas mépriser les autres. Cela signifie ne pas soumettre ta vie à leurs attentes.
Le cinquième conseil est d'accepter que l'authenticité dérange. Il y aura ceux qui s'éloigneront parce qu'ils préfèrent la version complaisante de toi, celle qui ne dit jamais non, celle qui s'adapte sans protester. Laisse-les partir. L'authenticité filtre, sépare le superficiel du vrai. Celui qui reste à tes côtés lorsque tu vis sans jouer un rôle est celui qui mérite vraiment d'être là. Ce nettoyage des relations n'est pas une perte, c'est un gain. Le sixième conseil est de créer des habitudes qui te maintiennent en contact avec toi-même. Écrire un journal avec tes vraies pensées, réfléchir chaque nuit sur tes décisions ou pratiquer des moments de silence t'aide à ne pas oublier ton essence. L'authenticité ne repose pas seulement sur de grandes déclarations, elle se maintient grâce à de petits rappels quotidiens de qui tu es et de ce que tu valorises. Vivre authentique, c'est marcher sans le fardeau des déguisements qui n'ont jamais été les tiens. C'est avoir le courage de montrer ton vrai visage, même lorsque le monde préfère un masque. Et le plus important, c'est de découvrir que la liberté n'est pas d'être accepté par tous, mais de t'accepter complètement. Cette authenticité n'a besoin ni de scène, ni de public, car elle se soutient seule, et c'est le pouvoir le plus difficile à briser. 8. Avance avec intention et fermeté. La rivière ne demande pas la permission de suivre son cours. Elle ne s'arrête pas parce que quelqu'un la critique, ni ne change de direction par peur de déranger. Elle avance simplement, traverse des rochers, contourne des montagnes et atteint la mer parce que c'est sa nature. Ta vie doit être ainsi si tu veux arrêter de dépendre de la validation externe. Avancer avec intention et fermeté signifie que tes pas ne sont pas marqués par les applaudissements des autres, mais par la clarté de ton but. Le premier conseil est de définir vers où tu marches. Celui qui ne sait pas ce qu'il veut finit par vivre selon ce que les autres lui imposent. Lorsqu'il n'y a pas de direction, n'importe quelle voix externe peut te manipuler. Fais une pause et écris quels sont tes vrais objectifs, pas ceux qu'on t'a appris à désirer, ni ceux que les autres attendent de toi. Cette clarté est la boussole qui transforme chaque pas en un acte d'intention. Le deuxième conseil est d'agir même au milieu du doute. Beaucoup attendent d'avoir toutes les réponses avant de bouger, mais cette attente éternelle est le piège de la validation externe. Ils veulent que quelqu'un leur garantisse que le chemin est correct avant de progresser. La fermeté naît précisément du contraire, de décider même lorsqu'il n'y a pas de garantie, de faire confiance à ton jugement et d'ajuster en cours de route. La vie ne récompense pas ceux qui attendent, mais ceux qui avancent. Le troisième conseil est de maintenir la constance, même si tu ne vois pas de résultats immédiats. Le manque de reconnaissance externe peut te tenter d'abandonner, mais c'est ici que ta force est mesurée. La rivière ne s'arrête pas parce qu'elle n'atteint pas la mer en un jour. Elle continue parce qu'elle sait que chaque mouvement la rapproche. Ta discipline doit fonctionner de la même manière. Même si personne ne le remarque, même si personne ne le célèbre, chaque pas que tu fais a du poids parce qu'il construit du caractère et t'éloigne de la dépendance à l'approbation des autres. Le quatrième conseil est de ne pas reculer par peur du jugement. Chaque fois que tu fais quelque chose de différent ou que tu sors du moule, quelqu'un essaiera de te pointer du doigt. Si tu t'arrêtes pour plaire à ces voix, tu perdras le cap. Avancer avec fermeté signifie apprendre à écouter sans être emporté. Tu peux considérer les critiques utiles, mais ne jamais permettre que la désapprobation te vole ta direction. Ton chemin n'est pas une scène, c'est un parcours personnel qui se renforce à chaque pas décidé. Le cinquième conseil est d'apprendre à marcher léger. Avancer avec intention ne signifie pas porter tout ce que tu trouves. Souvent, l'excès d'engagement, de relations superficielles et d'attente des autres te vole de l'énergie. Ici, le stoïcisme enseigne l'importance du détachement. Lâche ce qui n'apporte rien, dis non à ce qui détourne ton attention et concentre-toi sur ce qui construit vraiment. La fermeté n'est pas dans le fait de faire beaucoup, elle est dans le fait de soutenir l'essentiel. Le sixième conseil est de pratiquer la visualisation de la fin. Pense à la personne en laquelle tu veux te transformer, à la vie que tu veux construire, et utilise cette vision comme moteur.
Chaque fois que le doute apparaît, reviens à cette destination et rappelle-toi pourquoi tu as commencé. La rivière atteint la mer parce qu'elle coule en direction de celle-ci, même si elle rencontre des obstacles en chemin. Ta vie doit avancer de la même manière, avec le regard fixé sur ce que tu as choisi comme objectif. Avancer avec intention et fermeté ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie ne pas laisser la peur t'arrêter. Cela signifie marcher avec clarté même dans l'incertitude, te tenir même s'il n'y a pas d'applaudissements, choisir ton chemin même si les autres ne le comprennent pas. Lorsque tu apprends à vivre de cette manière, le silence extérieur ne pèse plus, car en toi il y a certitude, et cette certitude est celle qui rend tes pas inébranlables. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Le confort est le piège le plus dangereux de notre époque. Il t'endort, te murmure que tu as déjà fait assez, qu'il n'est pas nécessaire de faire plus d'efforts. Et pendant que tu l'écoutes, tu perds la force, la discipline et la vie réelle que tu pourrais être en train de construire. Parce que la vérité est celle-ci, ce qui te transforme n'est pas dans la facilité, mais dans ce que tu fais quand tout en toi demande à abandonner. La croissance personnelle ne se réalise pas dans un fauteuil ni dans le calme de la routine confortable. Elle se forge dans les moments où tu choisis de faire un pas de plus, quand tu décides de continuer malgré la fatigue, quand tu te relèves après une chute qui semblait finale. Ce choix répété encore et encore est ce qui durcit ton caractère et te rend impossible à briser. Le processus est silencieux. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de reconnaissance immédiate. Personne ne te célèbre sur le chemin. Au contraire, il semble que rien ne change. Mais pendant que les autres se contentent, tu accumules une force invisible, comme des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre avant que l'arbre n'apparaisse. Quand il finit par pousser, personne ne comprend comment cela s'est produit, mais tu sais que c'était le résultat de chaque moment où tu n'as pas cédé. Ici, nous n'allons pas parler de motivations éphémères, ni de promesses vides. Nous allons parler de résistance réelle, de patience qui se transforme en pouvoir, de discipline qui devient ta marque. Parce que la vraie victoire n'est pas à l'extérieur, dans les trophées ou les éloges, mais à l'intérieur. En sachant que tu as été capable de résister, d'insister et de te relever. Reste jusqu'à la fin. Parce que ce qui suit, ce sont 8 pratiques stoïciennes qui vont te montrer comment résister au confort et faire confiance à ce processus invisible qui, bien que personne ne le voit au début, finit par construire la version la plus forte de toi-même. 1. Démasque le mensonge du confort. Le confort est comme une vieille chaise que tu connais par cœur. Ce n'est pas la plus belle, ni la plus saine pour ton dos, mais tu t'y assieds parce que c'est facile, parce que c'est proche, parce qu'elle ne demande rien. Le problème est que plus tu passes de temps assis là, plus il devient difficile de te lever. Et quand tu décides enfin de le faire, tu as déjà perdu de la force, de la direction et de l'ambition. Le confort se déguise en repos. Mais en réalité, c'est un piège lent qui détruit ta discipline sans que tu t'en rendes compte. Il n'entre pas avec violence, il n'en a pas besoin. Il s'installe avec des sourires, des justifications douces, des excuses élégantes. Il te dit que tu le mérites, que tu en as déjà fait assez, qu'il n'y a pas de hâte. Et quand tu le crois, tu tombes. Il ne s'agit pas de vivre avec la douleur, il s'agit de cesser de vivre comme un esclave de la facilité. Tant que tu chercheras à te sentir à l'aise tout le temps, tu éviteras ce qui te fait vraiment grandir. Parce que oui, grandir fait mal, exige, dérange. C'est pourquoi si peu le font. Parce qu'il faut du courage pour regarder en face la routine qui t'affaiblit et la briser avant qu'elle ne te transforme en quelqu'un de méconnaissable. La première étape pour démasquer le confort est de cesser de le romantiser. Ce n'est pas de l'auto-soin, ce n'est pas de l'amour-propre, ce n'est pas de l'équilibre. Souvent, c'est juste de la paresse bien décorée. Le confort, c'est rester au lit alors que tu sais que tu devrais être en mouvement. Le confort,
C'est accepter un travail que tu détestes parce qu'il te donne un salaire stable. Le confort, c'est rester dans des relations tièdes parce que tu as peur d'être seul. Le confort, c'est repousser l'effort et te faire croire que tu es raisonnable. Tu ne l'es pas, tu fuis. La deuxième étape est de pratiquer l'inconfort de manière consciente. N'attends pas que la vie te pousse, pousse-toi toi-même. Réveille-toi quand c'est le plus dur, bouge quand ton corps crie qu'il ne veut pas. Étudie quand ton esprit est saturé, termine ce que tu as commencé même si tu n'as plus envie. Parce que le problème est là, tu donnes trop de pouvoir à l'envie. L'envie n'arrive pas toujours. Parfois, tout ce que tu as, c'est ta parole et ta discipline, et c'est suffisant pour avancer. Entraîne ton esprit à agir même si ton corps proteste. C'est la véritable liberté, quand tu fais ce que tu dois, pas ce qui te tente. La troisième étape est d'identifier les micro-plaisirs qui te volent la vie. Tu n'as pas besoin d'éliminer tout ce qui te fait plaisir, mais tu dois apprendre à différencier ce qui te renforce de ce qui te distrait seulement. Arrête de te récompenser pour avoir fait le minimum. Ne mets pas une série après 20 minutes de travail. Ne mange pas par anxiété. Ne vérifie pas ton téléphone toutes les 5 minutes comme s'il était ta source d'oxygène. Chaque fois que tu choisis un plaisir immédiat, tu repousses une victoire à long terme. Et cela a un coût. Tu ne le vois peut-être pas aujourd'hui, mais tu le ressentiras dans quelques années quand tu regarderas en arrière et te demanderas pourquoi tu n'as pas réussi ce que tu voulais. Ce n'était pas un manque de talent, c'était un excès de confort. La dernière étape est de te défier chaque jour. N'attends pas de grandes batailles. La guerre se gagne dans la simplicité, en te levant quand il n'y a pas de témoins, en donnant le meilleur de toi-même quand personne ne t'y oblige, en étant ferme quand tout en toi veut t'abandonner. Si tu arrives à faire cela, alors tu es déjà au-dessus de la moyenne, parce que la plupart des gens restent à rêver, à planifier, à parler. Peu agissent, peu résistent. Peu décident de se mettre volontairement mal à l'aise pour devenir plus fort. Ne te mets pas à l'aise, ne t'endors pas, ne te trompe pas. Le confort est doux au début, mais amer dans la mémoire. 2. Fais le pas que la plupart n'osent jamais faire. Il y a des chemins que tout le monde connaît, des routes marquées par les traces de ceux qui marchent sans réfléchir. Elles sont confortables, sûres, prévisibles. Et c'est là que la majorité va, l'un après l'autre, sans se demander si cette direction leur appartient. Mais à un certain point, une bifurcation apparaît, un virage sans signe, un sentier sans garantie. C'est l'endroit où peu osent entrer. Et c'est là que commence le véritable changement. Parce qu'avancer quand tout est clair est facile, mais faire le pas que personne ne veut faire demande du courage, de la vision et de la détermination. La majorité observe, analyse, rêve, planifie. Mais elle s'arrête juste avant le moment clé, quand il faut bouger, décider, prendre des risques. Parce que ce pas dérange, effraie, rompt la routine. Et c'est là que tu dois te différencier. Si tu fais la même chose que tout le monde, tu obtiendras la même chose que tout le monde. Et ce n'est pas une transformation, c'est une répétition déguisée. Faire ce pas que les autres évitent ne signifie pas agir sans réfléchir. Cela signifie agir malgré la peur. La peur sera là. N'attends pas qu'elle disparaisse pour commencer. Ce que tu dois faire, c'est bouger avec elle, la porter sur ton dos si nécessaire, mais ne pas laisser qu'elle te paralyse. Le premier conseil est clair. Prends des décisions qui te dérangent, mais qui sont en accord avec ce que tu veux construire. Pas avec ce qui te convient aujourd'hui, mais avec ce qui va te soutenir demain. Si tout le monde autour de toi choisit la facilité, toi, choisis ce qui te défie. Ne fuis pas le sacrifice. Le sacrifice intelligent ne te prend pas, il te façonne. Deuxième conseil, arrête de demander la permission pour avancer. Beaucoup de gens se retiennent en attendant la validation des autres. Ils veulent que quelqu'un leur dise que c'est le bon moment, qu'ils font bien les choses, qu'ils ne vont pas se tromper. Mais cela n'arrivera pas. Si tu as besoin de l'approbation externe pour agir, tu ne bougeras jamais librement. Apprends à être ton propre signal de départ. Personne ne te donnera le feu vert pour grandir, parce que ta croissance dérange ceux qui n'osent pas.
Troisième conseil, accepte que le pas inconfortable ne donnera pas de résultats immédiats. Si tu attends une récompense instantanée, tu abandonneras très vite. Quand tu oses faire ce que peu font, tu entres dans un territoire inconnu. Le progrès là n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras perdu, tu douteras, tu penseras que c'était une erreur. Et c'est justement là que tu dois résister. Parce que cette confusion initiale fait partie du processus de construction. La majorité abandonne à ce stade. Toi, non. Tu continues. Quatrième conseil, entoure-toi de véritables inconforts, pas de discours. Beaucoup parlent de dépassement de soi, mais s'entourent de gens qui pensent pareil, qui vivent pareil, qui ne les confrontent pas. Si tu veux faire un pas différent, tu as besoin d'un autre type d'environnement. Des personnes qui l'ont déjà fait, qui te défient, qui te disent ce que tu ne veux pas entendre. Si tout le monde dans ton cercle est à l'aise, tu le seras aussi. Change d'environnement ou tu finiras par t'adapter à un qui ne te demande rien. Et le dernier conseil, grave-toi ceci. Si le pas que tu veux faire ne te fait pas peur, il n'est probablement pas si important. La peur est un signe que tu sors de l'ordinaire. Ne la vois pas comme un ennemi. Considère-la comme un indicateur que tu vas dans la direction de quelque chose qui en vaut la peine. Fais ce pas. Pas demain. Pas quand ce sera plus facile. Aujourd'hui. Même si ta voix tremble. Même si tu n'as pas tout clair. Même si personne ne t'accompagne. Parce que ce pas que les autres ne font pas, c'est le même qui peut changer ta vie complètement. 3. Ayez confiance en ce que tu construis de manière invisible. Il y a des racines qui poussent pendant des années sous la terre sans que personne ne les voie. Elles ne font pas de bruit, ne demandent pas de reconnaissance, ne brillent pas. Mais quand cet arbre finit par percer la surface, il est déjà inarrêtable. Il est soutenu par tout ce qui s'est passé en silence. Il en va de même pour toi. Ce que tu fais maintenant peut ne pas être remarqué. Personne ne t'applaudit pour te lever tôt, pour étudier pendant que les autres se reposent, pour maintenir la discipline quand tu n'as pas de résultat. Mais cela ne signifie pas que cela ne fonctionne pas. Cela signifie simplement que tu construis quelque chose de profond, quelque chose qui n'a pas besoin de validation pour continuer à grandir. Et avoir confiance en cela est l'une des batailles les plus dures. Le problème est que nous sommes entraînés à attendre des résultats rapides. Tu publies quelque chose et tu veux des likes. Tu vas à la salle de sport pendant 2 semaines et tu veux voir des changements. Tu commences un projet et tu veux qu'il porte ses fruits tout de suite. Mais la croissance réelle ne fonctionne pas comme ça. Elle n'est pas conçue pour nourrir l'ego, mais pour te transformer de l'intérieur. Et cette transformation prend du temps, de l'effort, de la constance. Elle ne se voit pas au début, mais elle se ressent. Tu sens que tu deviens plus fort, plus concentré, plus résistant. Même si les autres ne le remarquent pas, tu le sais. Et cela suffit. Le premier conseil pour maintenir cette confiance est simple. Arrête de comparer ton processus à celui des autres. Chaque fois que tu le fais, tu affaiblis ton focus. Tu ne sais pas ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont sacrifié, ni à quelle étape ils en sont. Tu es à la tienne, et c'est tout ce qui devrait t'importer. Se comparer est un poison lent pour la motivation. Et la motivation est fragile quand tu ne comprends pas que ton progrès n'a pas besoin d'être vu pour être réel. Deuxième conseil, crée des rituels qui te rappellent pourquoi tu as commencé. Il est facile d'oublier quand les résultats n'arrivent pas. C'est pourquoi tu as besoin de rappels visibles de ce que tu construis. Écris tes objectifs, répète-les, entoure-toi de symboles qui te maintiennent connecté à ton but. Ce n'est pas de l'auto-assistance bon marché, c'est une structure mentale. Parce que si tu ne nourris pas ta vision, tu vas l'abandonner au milieu du brouillard. Et le brouillard apparaît toujours quand tu es sur le point de repousser tes limites. Troisième conseil, continue à bouger même si tu ne te sens pas motivé. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils s'arrêtent parce qu'ils ne ressentent pas la même chose qu'au début. Mais il ne s'agit pas de ressentir, il s'agit d'agir. La discipline consiste à continuer quand tu n'es plus inspiré, quand ce n'est plus excitant. Si tu ne fais les choses que quand tu en as envie, alors ton progrès dépendra toujours de ton humeur émotionnelle.
et c'est une énorme faiblesse. Aie confiance en ce que chaque jour compte, même ceux qui semblent inutiles. Quatrième conseil, entoure-toi de silence. Ne raconte pas tout à tout le monde. N'explique pas ton processus à ceux qui ne le comprennent pas. Parce que souvent, la pression vient du fait de vouloir prouver quelque chose avant l'heure. Mais ce que tu construis n'est pas fait pour impressionner, c'est fait pour te soutenir. La vraie croissance n'a pas besoin de publicité. Elle a besoin de concentration, de patience et de constance. Apprends à apprécier cet espace où seul toi sais ce que tu fais. Parce que c'est là que se forme la vraie force. Et le dernier conseil, arrête de douter de toi simplement parce que tu ne vois pas encore les fruits. Aie confiance en la semence. Aie confiance en chaque nuit que tu as passé à t'efforcer pendant que les autres dormaient. Aie confiance en cette fatigue que personne ne comprend, en cette constance que personne n'applaudit, en cet effort qui semble invisible. Parce que même si cela ne se voit pas maintenant, un jour tout cela va exploser. Et quand cela arrivera, il ne sera plus possible de le cacher. L'invisible, quand il est soutenu, devient inévitable. Aie confiance en cela. Et continue. 4. Transforme la patience en ton pouvoir secret. Le temps est comme une rivière que l'on ne peut pas forcer. Tu peux lui crier dessus, tu peux le maudire, tu peux essayer de le pousser, mais son rythme ne change pas à cause de ton anxiété. Et pourtant, la rivière arrive toujours là où elle doit arriver. La patience, c'est ça. Ce n'est pas de la passivité ni de la résignation, c'est une force intérieure contenue. C'est savoir que tout ce qui vaut la peine nécessite son rythme et sa maturation. C'est l'art de ne pas te trahir pendant que tu attends que ce que tu construis prenne forme. La plupart se désespèrent trop tôt. Ils veulent les résultats maintenant. Ils veulent sentir le changement dans le corps, dans l'esprit, dans la vie. Et comme ils n'arrivent pas à la vitesse qu'ils désirent, ils abandonnent. Ils changent de but, de routine, de dessein. Et ainsi, ils n'accomplissent jamais rien, parce qu'ils ne comprennent pas que le véritable pouvoir n'est pas dans la course rapide, mais dans la résistance plus longue que les autres. La patience est ce muscle mental que peu entraînent, mais ceux qui l'ont dominent tout processus. Premier conseil, arrête de compter les jours. Quand tu te concentres trop sur le résultat, tu perds la valeur du processus. Le progrès n'est pas toujours visible, et le mesurer de manière obsessionnelle ne génère que de la frustration. Au lieu de te demander quand ça va marcher, concentre-toi sur la répétition de ce que tu sais qui te construit. Si tu fais ce qui est correct, encore et encore, le résultat va arriver. Pas quand tu le voudras, mais quand il le devra. Point. Deuxième conseil, élimine le besoin de gratification immédiate. Entraîne-toi à résister sans récompense. Tout acte ne doit pas avoir une récompense instantanée. Chaque effort ne doit pas se sentir bien. Fais ce que tu dois faire, même quand il semble que cela ne sert à rien. Parce qu'en réalité, ça sert. Mais seulement si tu es assez constant pour que cette graine germe. Le problème est que beaucoup abandonnent juste avant la germination. Point. Troisième conseil, apprends à vivre avec le vide. Il y a des moments où tu ne vas pas sentir de progrès, ni de clarté, ni de motivation. Et cela ne signifie pas que tu échoues. Cela signifie que tu es dans la partie la plus difficile du processus, où tout semble immobile, mais à l'intérieur, quelque chose bouge. La patience est d'accepter le silence sans te briser, c'est de continuer même si tu n'as pas de preuve que ça fonctionne. Point. Quatrième conseil, observe ton progrès en rétrospective, pas en temps réel. Le véritable changement se remarque quand tu regardes en arrière et que tu te rends compte que tu n'es plus qui tu étais, que ton esprit est plus fort, que tes habitudes sont plus solides, que ta capacité à résister a grandi. Tu ne vois pas cela jour après jour, tu le vois après des semaines, des mois. Mais pour arriver à ce point, tu dois persévérer. Point. Dernier conseil, utilise la patience comme stratégie, pas comme punition. Il ne s'agit pas d'attendre assis, il s'agit d'agir calmement, de ne pas te précipiter pour prouver quoi que ce soit, de ne pas brûler les étapes par anxiété. Celui qui se désespère se sabote.
Celui qui fait confiance au rythme avance sans perdre d'énergie. La patience n'est pas une faiblesse, c'est la maîtrise émotionnelle. Et celui qui maîtrise ses émotions, maîtrise sa vie. Point. Être patient n'est pas rester immobile. C'est bouger sans désespérer, agir sans crier, construire sans chercher des applaudissements. C'est avoir confiance en ce que tu fais, même si cela ne porte pas encore de fruits, cela prend des racines profondes. Et cela, même si on ne le voit pas, c'est le pouvoir dans sa forme la plus pure. Point. 5. Fais de chaque chute un nouveau départ. La vie ne te brise pas seulement une fois, elle le fait par étapes, avec précision, avec des moments que tu ne vois pas venir. Parfois, elle te plie d'un coup, d'autres fois, elle t'use lentement de l'intérieur. Mais il y a toujours ce moment où quelque chose tombe. Tes plans, ta confiance, ta force. Et là, à ce point précis où beaucoup abandonnent, c'est là que commence la véritable transformation. Car ce n'est pas la chute qui te définit, c'est ce que tu fais juste après. Tomber n'est pas une erreur. Rester au sol, oui. Car chaque chute a un message que tu n'entends que si tu oses lever la tête. Ce n'est pas facile, je le sais. Parfois ça fait tellement mal que la dernière chose que tu veux, c'est continuer. Mais dans cette décision, dans ce moment cru où tu choisis de réessayer, naît une version plus forte de toi. Celle qui ne dépend plus de l'approbation de personne, ni du résultat immédiat, ni de l'environnement parfait. Celle qui se construit avec des cicatrices et non avec des promesses vides. Point. Premier conseil, arrête de maudire ce qui t'a renversé. Ne perds pas de temps à chercher des coupables ou à souhaiter que les choses aient été différentes. Cette énergie ne fait qu'alimenter le ressentiment et le ressentiment t'affaiblit. Accepte la chute comme faisant partie du processus, non pas comme une punition, mais comme un ajustement. Parfois, tu as besoin de perdre quelque chose pour découvrir ce que tu es vraiment capable de soutenir. Point. Deuxième conseil, relève-toi avant de te sentir prêt. Attendre de se sentir fort pour recommencer est un piège. Car si tu attends de te sentir fort pour bouger, tu ne bougeras jamais. Commence faible, incertain, tremblant si nécessaire, mais commence. L'élan ne vient pas de l'extérieur, tu le crées en bougeant avec toutes tes blessures. Point. Troisième conseil, fais de la chute une maîtresse, pas une ennemie. Demande-toi ce qu'elle t'a montré, ce qu'elle t'a révélé de toi, quelle partie de ton caractère s'est brisée, non pas pour te torturer, mais pour te reconstruire avec plus de conscience. Chaque fois que tu tombes, quelque chose se révèle. Ton niveau d'attachement, ta dépendance émotionnelle, ta résistance interne. Et si tu arrives à voir cela clairement, tu peux vraiment travailler sur toi. Point. Quatrième conseil, ne répète pas la chute par orgueil. Il y a ceux qui trébuchent sur la même pierre parce qu'ils refusent de changer de chemin, parce qu'ils ont du mal à reconnaître que leur stratégie ne fonctionne pas, que leur façon de penser les limite, que leur environnement n'est plus approprié. Apprendre de la chute, ce n'est pas seulement se relever, c'est aussi corriger le cap. Si tu fais la même chose en espérant des résultats différents, tu creuses ton propre marasme. Point. Dernier conseil, célèbre ta capacité à recommencer. Ce n'est pas courant. La plupart des gens restent dans le regret, dans l'excuse, dans la culpabilité. Mais tu peux choisir quelque chose de différent. Tu peux regarder ton point le plus bas comme l'endroit d'où tu vas reconstruire ta grandeur. Tu n'as pas besoin que personne ne le comprenne. Tu as juste besoin de ne pas abandonner. Car chaque chute est une invitation à te refaire avec plus de force, plus de clarté et plus de décision. Point. Tu n'es pas brisé, tu es en train d'être redessiné. Tu n'es pas perdu, tu es sur le terrain où se forgent les véritables changements. Tu n'es pas en retard, tu apprends à bouger avec du poids. Fais de chaque chute une base, pas une tombe. Car la chute n'est pas la fin, c'est juste le moment précis où commence ton nouveau départ. Point. 6. Fais taire le bruit qui t'affaiblit. Un esprit saturé est comme une pièce pleine de voix qui parlent en même temps. Certaines crient, d'autres murmurent, certaines répètent la même chose encore et encore. Tu ne peux pas penser,
Tu ne peux pas décider, tu ne peux pas écouter ta propre conscience. Le problème est que tu as vécu si longtemps avec ce bruit que tu le confonds avec ton identité. Tu penses que cette anxiété constante, ce doute, cette critique interne font partie de toi. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des interférences accumulées de tout ce que tu as laissé entrer sans filtre. Opinions d'autrui, jugements familiaux, messages des réseaux sociaux, voix du passé. Et si tu n'apprends pas à faire taire ce bruit, il te consume de l'intérieur. Point. Le bruit ne vit pas seulement à l'extérieur, il est aussi en toi, déguisé en pensées répétitives qui te volent de l'énergie. Des pensées comme « je ne suis pas assez bon »,« je perds mon temps »,« les autres avancent plus vite, pourquoi continuer ?» Elles ne proviennent pas toujours de ton essence. Beaucoup viennent de ce que tu as entendu pendant des années. Et si tu ne fais pas une coupure, si tu n'établis pas de contrôle, tu finis par vivre selon une narration que tu n'as même pas écrite. Point. Premier conseil, réduis l'exposition à des stimuli inutiles. Ton esprit n'est pas conçu pour absorber tout ce que tu vois et entends en une journée. Tu n'as pas à avoir un avis sur chaque sujet. Tu n'as pas besoin de savoir tout ce qui se passe. Tu n'as pas besoin de continuer à te comparer à des vies éditées. Commence par limiter le temps que tu passes devant les écrans. Il ne s'agit pas d'éteindre le monde, mais d'apprendre à choisir ce qui mérite ton attention. Ce qui entre par tes yeux et tes oreilles affecte ce que tu penses, ce que tu ressens et comment tu agis. Point. Deuxième conseil, pratique le vrai silence. Je ne parle pas seulement d'éteindre le téléphone ou d'être seul dans une pièce. Je parle d'apprendre à être avec toi, sans distraction, sans musique, sans conversation, sans remplir chaque seconde avec quelque chose d'externe. 5 minutes par jour en silence complet te montre l'état réel de ton esprit. Si tu ne peux pas supporter cela, c'est que le bruit interne te domine déjà, et cela doit changer. Le silence n'est pas vide, c'est de l'espace pour écouter ce qui compte. Point. Troisième conseil, remets en question chaque pensée négative avant de l'accepter comme vérité. Ton esprit peut te mentir avec des arguments très convaincants. Il peut déguiser la peur en logique, l'insécurité en prudence, la paralysie en analyse. Chaque fois que tu te surprends à répéter une idée qui t'affaiblit, arrête-toi. Demande-toi d'où elle vient, si elle te sert, si elle t'aide à avancer. Toutes les pensées ne méritent pas de rester. Certaines sont là simplement parce que tu les as laissées entrer sans résistance. Point. Quatrième conseil, protège ton environnement mental comme tu protèges ta maison. Tu ne laisses pas n'importe qui entrer dans ton espace personnel. Alors pourquoi laisses-tu n'importe qui habiter tes pensées ? Il y a des gens qui ne savent parler qu'à partir de la peur, de la plainte ou de la médiocrité. Si tu passes du temps avec eux, leur énergie devient la tienne. Tu n'as pas besoin de les haïr ni de les confronter. Tu as juste besoin de mettre de la distance et de t'entourer de stimuli qui t'élèvent, pas qui te tirent vers le bas. Point. Dernier conseil. Deviens le filtre de ton esprit. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur de toi, mais tu peux décider de ce que tu conserves à l'intérieur. Chaque pensée que tu laisses grandir en toi a des conséquences. Si tu sèmes la peur, tu récoltes la paralysie. Si tu sèmes le doute, tu récoltes l'abandon. Mais si tu sèmes la concentration, la clarté et la conviction, ce que tu construis sera solide. Le bruit sera toujours là, mais c'est toi qui décides si tu lui donnes du volume ou si tu l'éteins. Point. Faire taire le bruit ne signifie pas te retirer du monde. C'est prendre le contrôle de ton esprit pour qu'il cesse d'être un champ de bataille et devienne ton refuge. 7. Sois fidèle à ta propre parole. La parole est comme une épée. Si elle est aiguisée et utilisée avec honneur, elle coupe le faux, ouvre des chemins, protège ce qui compte. Mais si elle est rouillée, si elle est lancée sans intention, sans engagement, elle finit par se retourner contre toi. Il n'y a rien qui affaiblit plus la force intérieure que de te promettre quelque chose et de ne pas le tenir. Car chaque fois que tu dis que tu feras quelque chose et que tu ne le fais pas, tu t'apprends à toi-même que tes paroles n'ont pas de valeur. Et si toi-même tu ne crois pas en ce que tu dis, personne d'autre ne le fera.
Point. Il ne s'agit pas seulement de grandes promesses. Le dommage s'accumule dans le petit. Tu as dit que tu te lèverais tôt et tu ne l'as pas fait. Tu as dit que tu commencerais ce projet et tu l'as reporté. Tu as dit que tu t'éloignerais de ce qui te fait du mal et tu es revenu. Chacune de ces fractures crée un fossé entre qui tu es et qui tu devrais être. Tu t'habitues à te décevoir, tu te justifies, tu deviens expert en expliquant pourquoi tu n'as pas tenu ta promesse. Et ce modèle silencieux érode ton respect de toi-même. Point. Premier conseil, fais moins de promesses et tiens-les toutes. Tu n'as pas besoin de remplir ta vie d'engagement pour te sentir productif. Tu as besoin de dire moins et de faire plus. Parle seulement quand tu as une véritable intention de tenir ta parole. Et si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le même si personne ne te regarde, même si tu n'as plus envie, même si l'excitation initiale est passée. Ta parole doit peser, il doit faire mal de la briser. Point. Deuxième conseil, commence par le minimum, mais rends-le inébranlable. Si aujourd'hui tu décides que tu vas lire 5 pages, alors lis-les. Si tu décides que tu vas marcher 20 minutes, fais-le sans excuse. La clé n'est pas de faire des choses extraordinaires, mais de transformer l'ordinaire en un acte de caractère. Car lorsque tu accomplis le petit, tu t'entraînes à soutenir le grand. La discipline se construit dans l'invisible. Point. Troisième conseil, ne négocie pas avec la voix qui t'affaiblit. Cette voix intérieure qui te dit que tu peux le faire demain, que cela n'a pas d'importance aujourd'hui, que personne ne s'en rendra compte, est la voix que tu dois défier. Car chaque fois que tu cèdes à elle, tu perds du pouvoir. Et chaque fois que tu la confrontes et que tu tiens ta parole, tu deviens plus ferme, plus respectable, plus fort. Ta parole ne dépend pas du contexte, ni de l'humeur, ni des circonstances. Elle dépend de ta décision de l'honorer. Point. Quatrième conseil, place ta parole au-dessus du désir. Car le désir change. Aujourd'hui tu veux dévorer le monde, demain tu ne veux pas sortir du lit. Mais si chaque décision dépend de comment tu te sens, tu vivras piégé dans l'instabilité. Ta parole doit être l'encre qui te soutient lorsque le désir s'en va. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être fiable, d'être quelqu'un qui peut compter sur lui-même. Point. Dernier conseil, rappelle-toi que le respect ne s'exige pas, il se construit. Et la façon la plus solide de le construire est d'être cohérent avec ce que tu dis. Tu n'as pas besoin de convaincre personne, ni de prouver quoi que ce soit. Tu as juste besoin de tenir tes propres engagements, surtout quand personne ne t'applaudit. Car la véritable force se mesure dans l'intimité, dans ce que tu fais quand il n'y a pas de témoins, dans la façon dont tu te tiens même quand personne ne te le demande. Point. La loyauté à ta parole est la base de ton identité. Si tu apprends à ne pas te décevoir, tu n'auras plus besoin de l'approbation des autres. Tu seras quelqu'un qui agit, pas quelqu'un qui promet. Et dans un monde plein de bruit et de paroles vides, cela fait de toi une personne différente, non pas par ce qu'elle dit, mais par ce qu'elle accomplit. Point. 8. Poursuis la récompense qui ne s'achète pas. Il existe 2 types de récompenses, celle qui brille rapidement et s'estompe avec le temps, et celle qui se construit lentement mais demeure. L'une s'achète, se montre, s'exhibe. L'autre se gagne en silence et toi seul sais combien elle vaut. La plupart courent après ce qu'ils peuvent montrer, argent, reconnaissance, apparence, chiffres. Mais quand tout cela disparaît ou devient insuffisant, il ne reste que le vide. Parce qu'il ne s'agissait jamais de ce que tu as, mais de qui tu es quand personne ne te regarde. Point. Poursuivre des récompenses externes n'est pas une erreur. L'erreur est de croire que cela te donnera la paix. Il n'est pas mauvais de vouloir améliorer ta vie, aspirer à plus, chercher la stabilité, mais si tous tes efforts sont dirigés uniquement vers ce que tu peux accumuler ou montrer, tu vivras avec une anxiété qui ne disparaît jamais. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un avec plus, quelqu'un mieux placé, quelqu'un de plus visible. Et si ta valeur dépend de ce qui se voit, alors tu es fragile. Point. Premier conseil. Redéfinis ce que signifie gagner. Gagner n'est pas impressionner. Gagner, c'est être libre, dormir en paix, te respecter toi-même.
C'est construire une vie dont tu n'as pas besoin de t'échapper. C'est regarder ton reflet et savoir que tu ne t'es pas vendu pour obtenir l'approbation, que tu n'as pas trahi tes principes pour t'intégrer, que tu n'as pas changé ton chemin juste pour une récompense momentanée. Ce genre de victoire ne s'achète pas, elle se forge. Point. Deuxième conseil. Mesure ton progrès par ce que tu cultives à l'intérieur, pas par ce que tu peux montrer à l'extérieur. Tu développes de la force lorsque tu fais ce qui est juste, même s'il n'y a pas d'applaudissements. Tu grandis lorsque tu es discipliné, sans attendre des résultats immédiats. Tu gagnes lorsque tu choisis le respect de soi, plutôt que la reconnaissance externe. Personne ne voit ce progrès, mais toi, tu le sens, et cela suffit. Point. Troisième conseil, rejette les récompenses bon marché. Il y a des raccourcis qui semblent efficaces, mais qui t'éloignent de ce qui compte vraiment. Mentir pour gagner rapidement, céder ta dignité pour obtenir l'approbation, imiter les autres juste pour être accepté. Tout cela a un coût invisible, cela te fragmente. Tu perds en authenticité, tu perds en clarté, tu perds le respect de la personne la plus importante, toi-même. Point. Quatrième conseil, construis ta valeur de l'intérieur. Quand tu sais ce que tu vaux, tu n'as pas besoin de courir après quoi que ce soit. Tu attires des opportunités, des relations, du respect, non pas pour ce que tu sembles être, mais pour la force que tu projettes. Une force qui naît de savoir qui tu es, d'être ferme, de vivre avec un but. C'est la récompense qui ne peut être achetée ni imitée, parce qu'elle se voit dans ta façon de parler, de décider, de marcher. Point. Dernier conseil, comprends que la plus grande récompense est la transformation personnelle. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la célébrité, ce n'est pas le corps parfait, ce n'est pas la réussite visible. C'est devenir quelqu'un qui ne renonce pas facilement, qui tient sa parole, qui pense clairement, qui choisit avec discernement, qui se relève avec force après chaque coup. Cette transformation est ton bouclier. Personne ne peut te l'enlever, personne ne peut la feindre, personne ne peut l'atteindre sans avoir payé le prix de l'effort constant. Point. Cherche cette récompense, celle qui ne peut être achetée, celle qui ne peut être mesurée en chiffres, celle qui ne dépend pas des likes ou des éloges, celle qui se gagne dans l'intimité de ton effort quotidien, quand tu fais ce qui est juste même si personne ne le remarque. C'est celle qui te fera dormir tranquille, marcher fermement et vivre avec un sens. Et celle-ci, bien que peu la comprennent, est la seule qui vaille vraiment la peine. Point. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.